En l'an 1900, un mystère enveloppa les îles Flanagan. 3 gardiens de phare s'évanouirent sans laisser la moindre trace et, jusqu'à ce jour, nul n'est parvenu à élucider cette énigme. Les îles Flanagan, reculées et battues par les vents, se situent à environ 30 km au large de la côte de l'île de Lewis. Sur la plus vaste, Eilean Mor, une falaise spectaculaire de 60 mètres s'élève, telle une inflexible sentinelle. À son sommet se dresse le phare des îles Flanagan, témoin muet des secrets marins. C'est une élégante tour blanche, haute comme un immeuble de 7 étages. Toutes les 30 secondes, sa lampe projette 2 éclats blancs dans la nuit de l'Atlantique Nord. Pendant des années, il guida les navires à travers des eaux périlleuses. Puis, en décembre 1900, un drame indicible s'y produisit. Un jour, le phare se tut, sa lumière éteinte durant de longs jours. Pourtant, aucun signal ne s'éleva de la vigie. Aucun appel ne fendit le brouillard. Rien n'annonçait un danger tapi dans l'ombre. Pendant ce temps, sur l'île de Lewis, on perçut l'absence du feu, mais ses habitants demeurèrent totalement inconscients du sombre mystère qui se jouait par-delà des vagues. Le premier trouble vint du vapeur Arctur passant devant le phare le 15 décembre. Le temps était morose, la lumière toujours éteinte, la tour figée tel un veilleur taciturne. 3 jours plus tard, lorsque l'Arctur accosta, son équipage transmit cette nouvelle glaçante au bureau des phares du Nord. Pourtant, 8 jours encore s'écoulèrent avant que quelqu'un n'aborde enfin la rive déserte. Le 26 décembre, le navire de ravitaillement Hesperus s'approcha. L'équipage, ignorant le silence inquiétant, ne venait que livrer des vivres et relayer les gardiens. Mais lorsque le capitaine Harvey gagna le pied des falaises, une angoisse le saisit, comme l'intuition de quelque chose de profondément anormal dans la brume tourbillonnante. Nul signe de vie, et le phare se dressait, muet et impassible. Ils tentèrent tout, faire résonner la corne du navire, tirer une fusée de détresse. Mais seul le silence leur répondit, sans le moindre écho. Joseph Moore, la relève du phare, fut le premier à gagner la terre, mu par une tension persistante qu'il ne parvenait à dissiper. Ce qu'il découvrit le glaça jusqu'à la moelle. Le phare baignait dans un calme inquiétant. Tout y demeurait d'un ordre irréprochable, comme si les occupants venaient à peine de s'absenter. Les machines ronronnaient avec une précision mécanique. Les assiettes du repas étaient parfaitement dressées, les manteaux pendus avec soin. Mais il manquait l'essentiel, les gardiens eux-mêmes. Le capitaine Harvey envoya d'autres hommes fouiller l'île, résolus à percer le mystère. Ils mirent pourtant au jour une énigme plus troublante encore. 2 tenues d'extérieur avaient disparu. Les gardiens étaient sortis, mais dans quel but et pour quelle raison? Le récit rapporte que, dans le journal de bord, les notes se révélaient pour le moins singulières et obscures. Ces lignes, attribuées à Thomas Marshall, se lisaient ainsi. 12 décembre. Coup de vent nord-nord-ouest. Mer déchaînée. Jamais vu pareille tempête. Vague très haute. Malmène le phare. Tout en ordre. James Ducas irritable. Tempête toujours violente. Vent constant. Bloqué par le mauvais temps. Impossible de sortir. Passage de navire avec cornes de brume. Voyons les lumières des cabines. Ducat silencieux. Donald MacArthur en pleurs. 13 décembre. Tempête durait toute la nuit. Vent tourné ouest-nord. Ducas silencieux. MacArthur pris. Midi. Clarté grise. Moi, Ducas et MacArthur avons prié. Puis, plus aucune mention pour le 14 décembre. Et ensuite, 15 décembre, noté sur une ardoise. 1h de l'après-midi. Tempête terminée. Mer calme. L'enquête mit bien au jour des traces de mauvais temps. Des garde-corps en fer, près du débarcadère, avaient été tordus et arrachés par la mer. La tempête fut d'une telle violence qu'elle avait déplacé puis rejeté sur le sentier un énorme bloc de pierre, pesant plus d'1 tonne. Enfin, une bouée de sauvetage fixée aux balustrades avait disparu, sans doute emportée par les vagues déchaînées. C'était l'un des aspects les plus terrifiants de la légende.
Ces hommes étaient aguerris. Les tempêtes sont monnaie courante pour les gardiens de phare, même les plus violentes, et ils demeuraient généralement en sécurité à l'intérieur. Pourtant, à la lecture de ces notes, on sent que quelque chose les avait profondément troublés, au point de vouloir en garder la trace dans leur registre. Le phare lui-même n'était en service que depuis un peu plus d'1 an. C'était un lieu solitaire, occupé par 3 hommes seulement: James Ducat, gardien principal, Thomas Marshall, son adjoint, et Donald MacArthur, gardien occasionnel chargé de remplacer les autres en cas de maladie. Leur existence était recluse mais bien réglée: entretien, vigilance, devoirs communs. James Ducat possédait une vaste expérience, plus de 20 années passées au service des phares. Il avait même épousé une femme issue d'une famille de gardiens. Mary appartenait à une longue lignée. Il constituait donc un choix idéal pour superviser le phare des îles Flanagan. Thomas Marshall, l'assistant, ancien marin, était robuste et rompu aux conditions difficiles. MacArthur, lui aussi, était un véritable loup de mer, au caractère endurci. Si vous pressentez ici quelque chose de suspect, vous avez raison. Il serait pour le moins étrange de voir de tels hommes pleurer et prier durant une tempête. C'est alors que l'on commença à creuser davantage. Lorsque des journalistes, tels que Mike Dash, entreprirent d'enquêter, ils découvrirent que ces fameux journaux de bord n'avaient jamais existé. Bien qu'ils constituent l'un des éléments les plus célèbres de la légende, ils relevaient en réalité du mythe. En revanche, un détail authentique demeurait troublant, celui des vêtements des gardiens. Ordinairement, lorsqu'ils descendaient au débarcadère, ils revêtaient un équipement précis: bottes de mer, cirés, vêtements imperméables. Or, c'est précisément ce qui manquait. Jusqu'à ce jour, nul ne sait ce qui s'est réellement produit là-bas. Il n'y a que des hypothèses. Résumons donc. La tempête a bel et bien eu lieu, aucun indice de panique, et les vêtements ont disparu. Tout porte à croire que les gardiens soient descendus vers la côte. Puis, un désastre a dû se produire, une vague scélérate. Les vagues scélérates sont rares et imprévisibles. Elles surgissent souvent sans crier gare et peuvent se former sans qu'une véritable tempête ne soit nécessaire. Elles résultent d'une combinaison exceptionnelle de facteurs, de puissants courants rencontrant de fortes houles ou plusieurs vagues modestes s'accordant pour n'en former qu'une, gigantesque. Ainsi, la tempête s'apaise, la mer retrouve son calme, puis soudain, surgissant de nulle part, une lame monstrueuse se dresse et surprend tout le monde. Les gardiens n'ont pas le temps de fuir et sont tapés par la mer. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Pourtant, quelque chose ne concorde pas tout à fait. D'abord, pourquoi quitter le phare? Il se trouvait en parfait état, sans le moindre signe de désordre ou d'alarme. Les pièces intérieures ne révélaient aucune trace de départ précipité. Tout indiquait la poursuite des tâches quotidiennes. Ensuite, pour quelles raisons les 3 hommes seraient-ils sortis ensemble? Le règlement imposait qu'un seul descende inspecter le matériel ou constater d'éventuels dommages, tandis que les autres demeuraient à l'abri. Forts de leur longue expérience, ils auraient dû mesurer le péril qu'il y avait à s'approcher du rivage si peu de temps après une tempête. Mais l'affaire est peut-être plus complexe. Certains murmures laissent entendre que l'un ou 2 d'entre eux seraient sortis pour inspecter l'équipement, et que MacArthur, les voyant en danger, se serait précipité à leur secours avant d'être lui-même happé par le tumulte. De plus, Marshall avait déjà été sanctionné pour une surveillance insuffisante du matériel. Serait-ce la raison pour laquelle ils auraient choisi de tout risquer en descendant vers le débarcadère? Bien sûr, d'autres évoquent des forces surnaturelles. Les îles Flanagan sont réputées pour d'étranges manifestations. Les légendes locales affirment que ces terres seraient hantées par d'anciens esprits appelés les 7 chasseurs. On raconte que les îles furent jadis maudites et que ces entités veillent sur les lieux, châtiant ceux qui osent trop s'en approcher. Les âmes perdues en mer seraient attirées par les 7 chasseurs, condamnés à errer éternellement le long des falaises et des rivages. Le fantôme des 7 chasseurs compte parmi les récits les plus glaçants. Il évoque une silhouette spectrale arpentant les îles. Ce fantôme commanderait une embarcation d'outre-tombe chargée des âmes des damnés, à laquelle il en ajouterait sans cesse de nouvelles. Des ballades s'en sont même inspirées, comme Flannan Isle de Wilfrid Wilson Gibson. Le poème raconte l'histoire des gardiens, mais avec plusieurs inexactitudes. Il y est question, par exemple, d'une chaise renversée et d'un repas intact, alors que rien de tel ne fut constaté. Au fil des ans, cette affaire a nourri des livres,
des hypothèses et même un film, Keepers. Mais en définitive, il ne subsiste aujourd'hui que des faits tragiques. 3 hommes ont disparu, laissant derrière eux des familles endeuillées. James Ducat laissait une épouse et 4 enfants. Thomas Marshall, un père, un frère et une sœur. Et la famille de Donald MacArthur perdit elle aussi un mari et un père. Leur disparition fut inscrite à l'encre rouge dans les registres officiels.